Direct tout de suite. Voilà. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette première rencontre de l'atelier Autopsie d'une nouvelle. Donc, comme vous l'aurez compris, je suis Nathalie Derveillé et puis mon entreprise s'appelle Essence des mots, une agence spécialisée dans le service littéraire pour les auteurs, donc de l'évaluation diagnostique de manuscrits et de l'accompagnement à l'écriture, ce qu'on appelle plus communément du coaching en écriture. Pour celles et ceux qui ont vu la vidéo, mais je vais le répéter, que j'avais faite à ce sujet, dans mon expérience, dans mon parcours de coach en écriture, je rencontre très fréquemment des auteurs qui se lancent dans un projet d'écriture, voire qui ont écrit leur premier jet, et je me rends compte qu'en fin de compte, ils ne savent pas du tout quel est le chemin qu'on doit parcourir pour arriver à terminer un ouvrage, un livre. Donc là, je parle vraiment des livres de fiction, quel que soit le genre, mais c'est valable aussi pour les autobiographies d'ailleurs. Le processus est le même. Donc, c'est ce que nous allons faire dans Atelier d'autopsie d'une nouvelle. Et je profite pour cela de mon autre casquette, puisque je suis également écrivaine. J'écris en littérature jeunesse et je suis nouvelliste. Donc, j'ai pris le prétexte de ma dernière nouvelle publiée, que normalement ce soir vous avez toutes et tous lu, donc intitulée L'échappée, pour vous proposer cet atelier de voyage, de décryptage de la création littéraire. Ce soir, pour notre première rencontre, nous allons parcourir le chemin qui va de l'idéation jusqu'à l'écriture du premier jet. Pour faciliter les échanges et la compréhension, j'ai prévu un PowerPoint, donc vous aurez également un support visuel, d'autant que j'avais des documents à partager, donc ça allait être beaucoup plus pratique. Euh, je vais vous demander de fermer vos micros, mais si vous voulez me poser une question, vous avez une petite fonction qui s'appelle réaction et levez la main si vous voulez la repérer puis la tester. Donc, vous pourrez lever la main. Si vous voyez que je ne réagis pas parce que je suis concentrée sur mon PowerPoint, ce qui est possible, dans ce cas-là, rouvrez le micro puis interrompez-moi pour poser votre question. D'accord? Euh, et puis, à la fin de la rencontre, j'anticipe déjà un petit peu, je vous proposerai des exercices à faire pour celles et ceux qui veulent pour préparer notre deuxième rendez-vous. Est-ce que ça vous convient comme programme? Oui. Très bien. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que certaines de vous auraient le goût de me partager en une ou deux phrases leur avis, leur impression de lecture sur l'échappée? Et je vous rassure, si vous avez détesté, vous pouvez me le dire en pleine face, je ne le prendrai pas comme une insulte. Je ne demanderai pas ni à Pierre ni à Dominique leur opinion parce que je la connais déjà. Oui. Vu que, pour être clair avec tous, Dominique est mon époux. Et Pierre, vous avez peut-être reconnu son nom dans la page des remerciements, Pierre Kessy, puisqu'il a fait partie de mes tout premiers lecteurs qui m'ont aidé à choisir la fin de mon histoire. Alors, est-ce qu'il y en a deux, trois entre vous qui ont le goût de partager leur avis sur cette lecture avant qu'on démarre dans la création? Et encore, comme je le disais la semaine dernière, c'est effectivement quelque chose que c'est en dehors de ma bulle pas mal. Je suis pas d'accord avec ton mari, par contre, parce que j'ai commencé à aimer une fois que j'ai eu terminé la lecture. Et puis quand j'ai vu ça, l'échappée, ben, ça me rappelait un peu la dernière qu'on a vue, là. Euh, et puis, j'ai trouvé que c'était trop court. Ah, bah c'est bien. Trop court. Mais effectivement, j'ai trouvé qu'il y avait des similitudes. Puis j'ai trouvé aussi comme situé où on est. Puis enfin, j'ai souligné un paquet de choses que je ne te donnerai pas là, mais je vais suivre en même temps que tout le monde. Ça va? Parfait. Voilà. Merci André. Jeanne d'Arc.
Oui, moi aussi, j'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment trop court. J'ai adoré le vocabulaire, la richesse de l'atmosphère qui était créée. Ça m'a touché beaucoup. Je trouvais ça. D'ailleurs, je me suis fait prendre au jeu parce que tu me l'as envoyé quand je t'ai demandé en PDF. Et j'ai juste dit, ah, je vais lire deux, trois lignes. Et puis finalement, je l'ai toute lue alors que je comptais revenir le soir pour la lire. J'ai trouvé ça très, très beau et beaucoup, beaucoup aimé. Et Parfait, très mais, court. merci beaucoup. Euh, ok, alors maintenant, on va passer tout de suite aux choses sérieuses. Je vais lancer mon diaporama et partager mon écran. Ah oui, pardon. Toc. Non, alors attendez. C'est Moi, je l'ai, moi. mais c'est parce qu'il s'est affiché sur mon deuxième. Ah, vous l'aviez le PowerPoint? Oui. Je l'avais, oui. Ah, On l'a plus. d'accord. Bien, parce que moi, il ne s'affichait pas correctement. J'ai fait les tests tantôt et... euh, ok, alors attendez un instant. Ok. Là, vous avez le PowerPoint? Oui, Vous avez... oui, oui, oui. C'est ok. bon. Première image, on l'a. Les autres sont à gauche, là. Non, je vais vraiment faire ça comme ça. Ça ne se On partage a pas. 53 comme ça. Ok, là, on est correct. C'est bon. Alors là, par contre, justement, je ne vois pas tout le monde. Donc, si vous voyez que je ne réagis pas, si vous levez la main puis que vous voyez que je ne réagis pas, euh, n'hésitez pas. Tu veux qu'on ferme notre micro? Oui, s'il vous plaît, fermez votre micro. Comme ça, il n'y aura pas de bruit parasite. Et puis, c'est très bien. Alors, on va démarrer avec l'étincelle de l'idée et où puiser son inspiration. Alors, premièrement, les idées sur un récit, on peut en avoir tout le temps. En tout cas, moi, j'en ai trois par jour et quasiment. Euh, j'ai choisi cette nouvelle échappée pour vous montrer comment quelque chose d'anodin et d'insolite peut aller stimuler notre créativité. C'est cette photo qui m'a donné l'idée de, de cette nouvelle. En fait, cette photo, je l'ai vue sur Facebook dans un groupe dans lequel je suis. Et la personne l'a postée en disant, «Ah, il faut que je vous raconte quelque chose de particulier. Cette maison est dans mon village. Elle est abandonnée depuis des années. Il y a un stationnement en face. Et puis, de temps en temps, il y a des gens qui viennent, parfois seuls, parfois en groupe. Ils rentrent dans la maison par l'arrière. Parfois, il reste 5 minutes, parfois, il reste plusieurs heures. Nous, on ne sait pas ce qui se passe dans cette maison. Il n'y a personne qui veut rentrer dedans. On trouve ça vraiment louche. On se demande s'il n'y a pas un trafic de drogue. Pourtant, les gens qui viennent n'ont pas l'air d'être des drogués. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà euh, d'où est née mon idée. Puis si vous regardez la maison, vu que vous avez lu la nouvelle, vous allez voir ici la petite plaque que j'ai appelée le bindi, les yeux avec les volets, la voie ferrée, le portillon délabré, et vous allez même remarquer l'arbre qui est là et qui est au fond de l'allée. D'accord? Donc, j'ai vraiment construit à partir de cette photo et puis à partir de la question, et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Mais c'est sûr que moi, ce que ça m'a inspiré tout de suite, ce que j'ai imaginé, j'avais les mots lettres en paix. D'accord? Et j'ai imaginé que les gens venaient dans ce lieu désolé pour trouver un réconfort spirituel, qu'ils y rencontraient soit un guide comme Amma, qui est une indienne spirituelle qui réconforte les gens,
ou leur ange gardien. Donc, alors non, c'est pas un être, je ne sais pas, je ne l'ai pas identifié sur la photo, mais c'était un arbre. Alors ensuite, comment une idée s'implante? D'accord. Parce que des idées, on peut en avoir plein tout le temps, mais ce n'est pas forcément des idées qui vont aboutir sur un texte ou qui vont être suffisamment solides pour ça. Mais déjà, comment une idée s'implante? Dans mon cas, très souvent, je n'arrêtais pas de repenser à cette photo. Ou dans les autres cas, c'est que je n'arrête pas de repenser à l'idée ou à la situation que j'ai vue, puis ça me travaille, etc. Et je pensais aussi à l'idée du réconfort, les anges, le côté intrigant et mystérieux de cette situation. Alors j'ai montré la photo à mon père, on en a discuté, et c'est là que j'ai su très exactement ce que je voulais raconter suite à la discussion avec mon père. J'étais déjà pas mal décidée à faire quelque chose avec, mais c'est vraiment cette discussion qui a été le déclencheur ultime. La problématique quand on est écrivain-écrivaine, c'est de comment savoir si une idée est solide ou éphémère. Si on commence à travailler bille en tête sur une idée sans avoir vérifié sa solidité, on va se mettre à écrire, 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 et puis au bout d'un moment, on va être bloqué parce qu'en fait, c'est creux ou parce qu'en fait, ce sujet ne nous intéresse pas tant que ça, puis que là, on a l'impression d'avoir fait le tour, etc. Mais ce qu'on va vivre, c'est de la frustration d'abandonner un projet qu'on a commencé. Pourtant, à ce moment-là, c'est la meilleure des choses à faire. Mais pour éviter cela, surtout que si ça se répète à plusieurs fois, là, on pourra vraiment rentrer dans une crise de confiance vis-à-vis de nous-mêmes et ça va être négatif. Alors pour moi, qui ai 3 idées par jour et 5 envies d'écriture différentes par semaine, c'est très très important de vérifier cet aspect-là. Donc, ma première étape, ça va être de mûrir l'idée et de la creuser. Je veux savoir de quoi je vais parler et je vais vérifier que dans cette idée, il y a suffisamment de matière. Je vais aussi définir mon thème, d'accord? Sous quel angle est-ce que je veux explorer cette idée? Qu'est-ce que je veux dire derrière cette idée? Parce que à travers une idée, en fait, on peut l'aborder sous plein d'angles différents et on peut raconter plein d'histoires différentes. Donc finalement, parfois, c'est une question que je vais me poser, ou d'autres fois, c'est un message que je veux transmettre. Et puis, j'ai utilisé le mot « on » parce que il est très générique, étant donné que c'est la même chose pour tous les écrivains. D'accord? Parfois, c'est l'écrit, le récit va nous permettre soit de répondre à une question que l'on se pose, soit nous permettre de faire passer un message. Donc là, il y a un remue-ménage, hein, en anglais un brainstorming, un remue-ménage qui s'impose. D'accord? Donc, pour voir effectivement qu'est-ce qui se cache derrière. Et là, j'ai su que le message que je voulais transmettre, c'est le suivant. Excusez-moi. Hop. C'est le suivant. Ne t'arrête pas de vivre avec la mort, ne reste pas figé dans ton deuil et vis pleinement ta vie pour honorer tes défunts. Donc, c'était vraiment ça que je voulais transmettre par le biais de cette nouvelle. Ça, c'était vraiment mon point de départ. Mais là, à partir de là, il faut que je réponde à 3 questions fondamentales. D'accord? Puis que j'ai traité dans un live il y a 2 semaines, je pense. La première question, c'est le thème. D'accord? Avant d'écrire, il faut qu'on choisisse le thème sur lequel on veut écrire. D'accord? Ça, c'est fondamental. Tant qu'on n'a pas choisi son thème, c'est tant qu'on va aller à l'aveuglette, qu'on va éventuellement partir dans toutes les directions. Puis je vais vous montrer un exemple tantôt.
On doit avoir un seul thème central et éventuellement un ou deux sous-thèmes, mais qui vont s'incorporer dans ce thème central. Dans le cas de l'échappée, c'était surmonter un deuil, entre parenthèses, réussir à surmonter un deuil. La deuxième question, c'est de quoi ça parle? En fait, ce récit parle de ma vision personnelle sur la raison pour laquelle il est nécessaire de continuer à vivre sa vie après un deuil. D'accord? Donc, ça parle de ma vision. De qui ça parle? Ça parle d'un homme dont la femme et l'enfant sont morts et qui ne supporte pas cette perte à tel point qu'il est en situation de désespoir, voire de désespoir extrême. D'accord? Donc ça, ce sont les trois fondamentaux que j'ai mis sur mon calepin au départ. J'avais mon idée, j'avais mon image, j'avais un espèce d'environnement sur lequel je voulais travailler, mystérieux, intriguant. De quoi ça parle, de qui ça parle? Comme je vous le disais tantôt, c'est important de choisir un seul thème, puis je vais vous montrer. Il n'y a que mon mari qui connaît ce document, document de jeunesse. Un exemple d'un excès. C'est un texte que j'ai écrit il y a des années en arrière, que je n'ai pas terminé d'écrire. Et pour cause, voilà les thèmes que j'ai abordés là-dedans. Vous voyez toute la liste? Ouais, oh my God. D'accord. Il y a de la religion, de la spiritualité, de la réussite, les graines d'amour, la bienveillance, l'humain versus l'humanoïde, les vêtements synthétiques, la médecine conventionnelle, le matérialisme, l'art et la littérature, les médias, les fréquences sacrées, le contrôle de l'individu. Oh mon Dieu! En fait, j'ai vomi, d'accord, tout ce qui me tracasse ou me passionne dans la vie. Je n'ai pas été capable de faire des choix. Et en plus, là, vous voyez, ça, j'en parle au chapitre 1, ça, j'en parle au chapitre 7, ça, j'en parle au chapitre 3. C'est exactement ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Donc, voilà. Et c'est la raison pour laquelle ce texte n'a pas abouti, n'aboutira jamais. Si un jour je reprends ces personnages-là, je choisirai un thème et puis éventuellement deux sous-thèmes, mais qui seront en corrélation. D'accord? Mais ça, j'en vois beaucoup de ces erreurs de jeunesse-là. Puis quand je parle de jeunesse, c'est la jeunesse dans l'écriture. Ça n'a rien à voir avec l'âge biologique. Euh, Après ça, on est encore dans la phase où je dois nourrir l'inspiration et stimuler l'idéation. Je vous ai expliqué que pour être sûr d'arriver au bout de son projet d'écriture, il faut vérifier que son idée, elle est solide, qu'elle ait de la profondeur. Donc là, en fait, on va arriver à la phase de ce que j'appelle la maturation. D'accord? On va se donner du temps avant de foncer bille en tête. Par contre, moi, quand je mature mon idée, je commence en fait l'écriture, mais avec des fragments exploratoires. D'accord? Je travaille avec des grandes feuilles de papier, ou je travaille avec des petits bouts de papier. Bref, et là, je commence à écrire vraiment des fragments qui sont très éparpillés, qui ne sont pas forcément en rapport les uns avec les autres. Mais j'explore. J'observe encore plus le monde et les gens autour de moi, mais je les observe en ayant cette idée, cette vision et cette intention. Et là, je vais aller capter des éléments qui vont pouvoir m'inspirer. Je vais puiser aussi dans l'introspection, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de moi? En quoi ça me parle? Qu'est-ce que ça génère chez moi? Dans quelle émotion ça me met? Qu'est-ce que j'ai comme expérience par rapport à ce sujet, etc., etc. Donc, ok. Euh, ensuite, je vais lire des articles autour de cette thématique. Je vais regarder des vidéos, des documentaires éventuellement. Je vais noter les idées, les sensations qui me traversent, même, et ça c'est très important, même si elles ne semblent pas reliées directement à mon sujet. D'accord? Je vais écouter de la musique. J'écoute très peu de musique en temps normal. En fait, j'écoute de la musique quand mon mari en met pour qu'on danse un peu
ou justement quand je suis en phase de création et de créativité. Et puis pour m'offrir du temps pour moi, je vais m'offrir du temps pour moi. Ça, c'est très, très important parce que quand on a des journées super remplies qui sont à 40 000 à l'heure de 6h30 du matin à 20h30 le soir, on a absolument besoin de temps pour que notre cerveau puisse décrocher et accueillir des idées et maturer. Et puis là-dessus, tout ça, je vais prendre des notes, prendre des notes, prendre des notes, et je vais acheter un gros stock de post-it parce que c'est pareil, je vais avoir plein de post-it. Ça, c'est très important. Si je vous montre, vous n'avez pas prévu de le faire, mais si je vous montre un de mes projets en cours, ma pochette est ici. Est-ce que vous me voyez aussi à l'écran? Oui. OK. Ma pochette est ici. Et vous voyez que, regardez, c'est plein de post-it. D'accord? Je ne sais pas si vous le voyez bien. Hop, j'ai disparu. Voilà. Donc, c'est plein de post-it, c'est plein de feuilles, etc. Donc là, voilà. Bah, André, c'est la même chose pour toi. C'est ma période de maturation. Et puis, on va discuter avec des gens. D'accord? Par contre, on ne leur raconte pas notre histoire, on ne leur raconte pas notre idée. On les fait parler autour du sujet, autour du thème, etc. Pourquoi on ne leur raconte pas? Non pas parce qu'ils vont nous la voler puis l'écrire à notre place, mais c'est parce que plus vous racontez votre histoire ou votre intention à du monde extérieur, et plus le puits s'assèche à l'intérieur de vous. Ça, c'est une notion très, très importante. Plus vous le racontez à l'extérieur, plus le puits s'assèche à l'intérieur de vous. Donc oui, vous discutez avec des gens, mais vous discutez de votre thème ou de certains aspects, etc., etc. D'accord? Mais vous racontez pas à tout le monde. Ah, je vais écrire un texte et puis ça va parler de ça, et puis mon personnage est comme si, non, 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 non. Ah non. Ça, c'est le meilleur moyen pour qu'au bout de 3 semaines, vous n'ayez même plus envie d'écrire parce que vous en aurez déjà trop parlé. OK? Mon point de départ, quand j'ai écrit la nouvelle L'échappée, puis par rapport au texte que j'écris, mais c'est aussi intéressant sur des romans plus larges dans lesquels le personnage principal va avoir beaucoup d'importance, sur lesquels l'intrigue va reposer sur le personnage principal, c'est de partir du besoin du personnage. D'accord. Puis ça, chez les auteurs débutants, il n'y en a pas qui le font. D'accord. Et pourtant, c'est un formidable outil, puis on va voir à quel point ça l'est. Le besoin de mon personnage, d'accord, de Justin, c'est de retrouver Rose, d'accord, avec son mantra « Je ne peux pas vivre sans elle ». D'accord. Pour nourrir ce besoin, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Donc là, j'imagine. OK, j'imagine qu'est-ce qu'il pourrait faire pour nourrir ce besoin. Fréquenter les amis de Rose pour toujours parler d'elle, être dans le déni de sa mort, s'impliquer dans des causes qui tenaient à cœur à Rose, honorer sa mémoire d'une manière ou d'une autre. Et à chaque fois, je me pose la question, ce serait quoi la pire stratégie pour nourrir le besoin? Là, la pire stratégie, j'ai mis, c'est le suicide. Parce qu'il y a la fameuse phrase « Oui, les gens se retrouvent après la mort ». D'accord? Donc, il pourrait intégrer cette phrase-là et se dire « Ah bah oui, je vais me suicider parce que je la retrouverai après la mort ». Ne pas nourrir ce besoin, c'est de rester prostré dans sa peine, d'être dans l'accablement, dans l'immobilisme, dans le repli sur soi, ne pas faire son deuil, et ça dégénère en dépression. Mais je suis allée plus loin. Derrière le « je ne veux pas vivre sans elle », quel est le besoin sous-jacent fondamental derrière celui-ci? En fait, c'est « j'ai besoin de vivre dans l'amour et avec l'amour d'une compagne ». Donc là, j'ai de nouveau exploré comment est-ce qu'il peut nourrir ce besoin. Faire son deuil de Rose, accepter de s'ouvrir aux autres femmes, écouter son cœur, se laisser surprendre, faire des rencontres. La pire stratégie, ce serait d'aller sur Tinder et d'avoir des coups d'un soir. D'accord? Et ne pas nourrir ce besoin, c'est la même chose qu'en haut, et puis à barrer son cœur à double tour. Donc, une fois que j'avais fait ça,
j'ai choisi que je me suis dit, OK, bah, au départ, justement, mon personnage, il va être dans le fait qu'il nourrit pas son besoin. D'accord? Et je vais lui faire adopter la pire stratégie, c'est-à-dire le choix du suicide. Ah, je vais mourir, comme ça, je vais la rejoindre dans la mort. Et par contre, pour son évolution, d'accord, eh bien, je vais le faire aller sur des éléments qui vont nourrir son besoin, non pas de retrouver Rose, mais son besoin fondamental sous-jacent, qui est de vivre dans l'amour d'une campagne. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. OK. Et donc là, ça m'a permis de reformuler mon de qui ça parle que j'avais noté sur mon calepin au départ. Donc là, ça ne parle pas juste d'un homme qui est veuf et qui a perdu sa femme et son enfant puis qui est dans une dépression. Ça parle d'un homme veuf, incapable de vivre sans sa femme et qui a l'intention de se suicider. Vous voyez comme d'un coup, hop, je viens de recentrer mon de qui ça parle. D'accord. Et ça, c'est très important de toujours recentrer. Plus votre thème est précis, plutôt que dans la phase large de l'entonnoir, plus votre thème est proche du goulot de l'entonnoir, plus votre de qui et de quoi ça parle sont précis, et mieux votre écriture sera, et plus facile ce sera pour vous aussi. Donc, comme mon histoire repose sur cet homme veuf, il fallait pour moi caractériser le personnage principal. Mais c'est le cas dans tous les récits. Pourquoi? Parce que c'est le personnage principal qui porte l'intrigue. Vous pouvez avoir la meilleure intrigue du monde, si vous avez un mauvais personnage, le lecteur ne va pas rentrer dans votre histoire. C'est le personnage qui est le vecteur de votre histoire. C'est lui qui fait vivre les émotions au lecteur. Sans personnage, l'intrigue, elle ne tient pas toute seule. Donc, votre première phase, c'est de caractériser votre personnage principal. Pour cela, il est très très important de vous le représenter clairement dans votre tête. En fait, votre personnage principal, votre ou vos personnages principaux, doivent devenir aussi concrets que votre mari, que votre conjointe, que votre sœur, que votre fils, que quelqu'un de proche de vous. D'accord? Ce qui sous-entend que vous allez lui donner une identité, un corps, une histoire et de la chair. Trop souvent, ce que je vois, c'est que les auteurs donnent une identité et un corps, mais ils ne lui donnent pas de chair, puis ils ne lui donnent pas d'histoire. D'accord? Et donc, ça fait que j'ai affaire à des personnages qui sont plats, qui restent en superficie, alors qu'il me faut des êtres en 3 dimensions. D'accord? Des hologrammes, pas des feuilles de papier plat. Pour ça, vous devez, nous devons, en tant qu'auteur, en savoir beaucoup plus sur lui que le lecteur n'en apprendra. D'accord? Ça, c'est une règle à retenir. La phase de travail sur le personnage principal est une phase qui est importante, qui est indispensable, qui demande du temps et qui est trop souvent bâclée. Vous devez en savoir beaucoup plus sur lui que le lecteur n'en apprendra. Vous devez devenir intime avec lui. D'accord. Voilà, mon cher Justin. Alors, Justin, qui d'ailleurs au départ s'appelait Félix. Et que ensuite, au moment de ma dernière réécriture, j'ai voulu rebaptiser, mais ça n'a pas marché. C'est Justin. Lorsque j'ai écrit mon tout premier jet, et lorsque j'ai construit mon personnage, au départ, il s'appelait vraiment Félix. Et il s'est passé un phénomène assez particulier. J'ai écrit donc Félix, Félix, Félix. Et quand je suis arrivée à une scène finale que vous n'avez pas lue parce qu'elle a été supprimée, euh, mon personnage se présente et dit son prénom. Et là, j'étais en train d'écrire et c'est marqué je suis Justin, dit-il. Et après, j'ai continué et Justin faisait ci et Justin faisait ça. Et quand je me suis relue, j'ai fait oh, coudon. Bon, bah d'accord.
Mon intention, ça avait été de l'appeler Félix, mais lui, en fait, il m'a dit non, non, regarde, je ne m'appelle pas Félix, je m'appelle Justin. Ça a été totalement inconscient. Je l'ai découvert dans l'écriture, qu'il ne s'appelait pas Félix et qu'il s'appelait Justin. Et pour la petite histoire, je me suis dit oui, tu as raison, tu ne peux pas t'appeler Félix parce que j'ai été influencée par un de mes livres phares qui s'appelle Je voudrais me déposer la tête de Jonathan Arnois, où le personnage dans ce récit-là s'appelle Félix et c'est le personnage qui se suicide. Donc moi, c'était certain que je ne pouvais pas mettre en scène un personnage qui voulait se suicider puis qui s'appelait Félix. Mais j'ai été influencée, inconscient. Et heureusement, mon inconscient a détourné le truc et m'a dit non, il s'appelle Justin. Et plus tard, au moment de ma dernière réécriture, j'ai voulu le rebaptiser parce que pour moi, c'était une histoire qui se passait dans un environnement français. C'est une histoire qui est intimement liée à mon père. Et pas parce que j'en avais discuté avec lui au départ. Et donc, je me suis dit, non, mais il faut que tu mettes un prénom qui fasse moins québécois et plus français. Et mon père avait toujours une médaille de Saint-Benoît autour du cou, donc j'ai voulu l'appeler Benoît. Puis là, ça ne marchait pas. Je me suis dit, je vais essayer avec des sonorités proches. J'ai voulu l'appeler Sylvain. Et là, ça ne marchait toujours pas. J'étais pas capable de, Non. Et même si finalement, dans le texte, on ne sait jamais son nom, bah, c'est resté Justin. Pour moi, c'est Justin. Et voilà. Donc, c'est ça, ce niveau d'intensité et d'intimité que vous devez créer et rechercher avec votre personnage, à tel point que vous ne pouvez pas le débaptiser. D'accord? Quel âge a-t-il? De quel milieu il vient? À quoi il ressemble? Quel est son passé? Quel est son caractère? Quelles sont ses passions? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Quel est son secret, etc. Et quel est son désir et son besoin fondamental? On l'a vu. De cela, on va en faire une fiche personnage et on va en faire un mood board. Alors, celles et ceux qui travaillent avec moi, exact, Alain. Alain me dit, ça vient du latin justus qui signifie raisonnable et qui respecte le droit. Effectivement. Donc, ceux qui travaillent avec moi en coaching d'écriture, je vous fais tous faire la fiche personnage parce que ça fait partie des basiques, des incontournables. Et puis, moi, j'aime bien aussi travailler avec le mood board, c'est le tableau de visualisation. Alors, j'en ai fait un pour Justin, que voici. Donc, Justin, il a 36 ans. Alors, vous comprenez que j'ai réactualisé parce qu'au départ, il s'appelait Félix, mais j'ai réactualisé ensuite. Donc, Justin, il a 36 ans. Il y a sa femme, Rose, qui ressemblait à ça, qui est défunte. Puis le parfum de sa femme, c'est Flower de Kenzo. Justin, je l'avais pensé joaillier. Son ancienne voiture, c'était une grosse Volvo familiale. Et puis sa voiture actuelle, c'est une Chevrolet Spark. Pour moi, ça indiquait vraiment le fait que le rêve de famille avait été brisé, puis que maintenant il avait une petite auto. Il ne croit pas et se méfie du mysticisme et de l'ésotérisme. Il collectionne les minéraux. Son rêve absolu, c'est d'avoir une famille. Ce qui l'accable, c'est la culpabilité. Puis son danger, son péril, c'est d'avaler la boîte de comprimés pour partir ailleurs. Finalement, rapidement, j'ai fait une croix sur le fait qu'il était joaillier, ça n'apportait rien. Par contre, j'ai gardé le fait qu'il était collectionneur de minéraux, comme mon papa, justement. Euh, donc, voilà à quoi ça ressemble. Mais le fait d'avoir ce mood board, ça fait qu'en un clin d'œil, concrètement, visuellement, je connais l'univers de mon cher Justin. D'accord? Et toutes ces informations-là, même si elles sont très claires dans ma tête, je ne les garde pas dans ma tête. D'accord? Parce que c'est important de les concrétiser et ça permet, quand on hésite, on revient à sa fiche personnage, on revient à son mood board et dit ah mais non, mais Justin, il est plutôt comme ci ou il ferait plutôt comme ça, etc. D'accord? Donc ça nous permet ensuite d'avoir des personnages qui sont plus cohérents avec eux-mêmes. Construire l'intrigue, ça c'est la phase suivante. Donc là, on a fini l'étape de maturation, on rentre dans l'étape de préparation. Donc idéation, maturation, préparation.
Pour construire l'intrigue à ce stade, il y a plusieurs options qui dépendent du type d'écrivain que nous sommes. D'accord? Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? Tout va bien? Faites-moi un petit signe. OK. Donc, la première option, alors attendez, je vais revenir en arrière. Déjà, est-ce que vous savez les différents types d'écrivains qu'il y a? Non? OK. J'avais enlevé mon micro, c'est pour ça que tu n'as pas eu OK. Mais oui, il y en a plusieurs. Il y en a qui écrivent sur le policier. Il y en a d'autres, c'est comme toi, par exemple, dans ton dernier. Et puis non, et puis, il y en a d'autres comme Daniel Steele, par exemple. C'est l'amour, l'amour, l'amour. C'est pas vraiment mon style. Non, alors ça, on parle des genres littéraires, André. Ah, OK. Je te parle de la typologie de l'écrivain. En fait, généralement, on distingue deux types d'écrivains. Moi et d'autres que moi, on aime bien en distinguer plutôt trois que deux. Mais de façon, comment dire, de façon schématique, on distingue l'écrivain jardinier et l'écrivain architecte. L'écrivain jardinier, c'est celui qui va laisser beaucoup de place à l'inspiration, à la spontanéité. En fait, il va découvrir son texte et ses personnages en écrivant. Euh, il a peu de préparation. Il se laisse beaucoup aller à l'intuition, se laisse surprendre, etc., etc. Euh, Par contre, alors c'est une bonne forme, mais c'est une forme d'écrivain qui va devoir beaucoup retravailler lors de la phase de relecture et réécriture. Euh, Et puis on distingue les écrivains architectes. Ce sont les écrivains qui ont besoin de travailler énormément sur la préparation avant de se mettre à écrire, qui ont besoin de cadres très précis. Donc, comme l'architecte qui va faire des plans millimétrés, ultra détaillés, l'écrivain dit architecte va construire un plan ultra détaillé, chapitre par chapitre, scène par scène, et une fois que ça s'est fait, il va commencer à écrire son premier jet. Et entre les deux, il y a ce qu'on appelle les écrivains paysagistes, d'accord, qui mêlent un petit peu des deux techniques. C'est-à-dire qu'ils laissent place à une partie de spontanéité, mais qui se préparent quand même le terrain euh, pour que la phase de réécriture soit un peu moins ardue. D'accord. Donc, Euh, je vais essayer de baisser ma main sur Zoom. Je ne sais pas comment baisser ma main. Ok, parfait. Excusez-moi, je vais revenir à ça. J'ai été dérangée par ça. Ok. Donc, je disais... Ok. Donc, pour la construction de l'intrigue, on peut faire un premier jet d'écriture partielle pour sentir son histoire, d'accord? Pour mieux faire connaissance avec les personnages, pour affiner son intention littéraire. C'est l'écrivain de type jardinier. Euh, on va avoir besoin, de toute façon, pour construire son histoire, d'élaborer la chronologie minutieusement ou, ad minima, de définir la temporalité du récit. D'accord. Par exemple, dans l'échappée, je n'ai pas vraiment eu de chronologie à préparer minutieusement. Ok. Par contre, j'ai eu à définir la temporalité du récit. Dans ma tête, je savais en quelle année ça se passait. Euh, j'ai défini la saison et on définit à quel moment commence et s'achève le récit. Et on définit aussi l'espace géographique du récit. D'accord?
Ça, ce sont des éléments de base pour commencer à construire son intrigue. On va aussi rédiger clairement l'intention littéraire, réfléchir et élaborer la structure narrative du récit étape par étape en une ou deux phrases. Et en tout cas, il sera important de définir le ou les conflits narratifs, que ce conflit soit dramatique ou psychologique. Vous inquiétez pas, je vais vous expliquer tout ça. D'accord. Et élaborer le plan détaillé, chapitre par chapitre, avec les scènes résumées en 2 ou 3 lignes. C'est l'écrivain type architecte. Alors moi, je ne vous ai pas dit, mais je fais partie de ce qu'on appelle les écrivains paysagistes. Dans mes plus jeunes années, je me définissais comme une écrivaine à 100% jardinier. D'accord. Mais Dieu merci, avec l'âge arrive la maturité et l'expérience. Donc, maintenant, je me suis bien rendu compte que pour moi, c'était plus avantageux d'être de type paysagiste parce que ça devenait beaucoup moins galère, comme je vous disais, de gérer la deuxième phase et qui est une phase extrêmement importante. Donc, pour l'échapper, vous avez vu que dans ma phase de maturation, où j'explore mon idée, je commence des premiers jets d'écriture parce que je fais des écritures fragmentaires, d'accord? Parfois, je vais écrire aussi sur un aspect du personnage ou une idée ou une voix qui vient, etc. Donc, ça va être ça, ça va me permettre de dégrossir la chose. Par contre, c'est certain que je ne vais pas commencer mon premier jet à proprement parler sans avoir fait une structure narrative minimale. Je veux savoir d'où je pars et je veux savoir où j'arrive. D'accord? Je ne commence pas mon premier jet sans avoir ça. Il me faut une trajectoire. D'accord? Vous devez avoir une trajectoire. Puis un élément très important dans une intrigue, quel que soit le genre littéraire dans lequel on écrit, c'est le conflit narratif. C'est ce qui va apporter de la tension, c'est ce qui va créer une attente auprès du lecteur. Alors, je vais vous montrer un de mes documents de travail. Donc là, d'accord, j'avais défini que dans ce récit-là, il y aurait une thématique sur les parfums, sur les minéraux, le nom de la maison qui change, qui est de l'échapper à l'être en paix, qu'il fallait que je travaille l'ambiance sur le parking. J'avais défini que ce serait une journée d'automne, donc ma temporalité, d'accord? Mon conflit serait double, c'était mon intention au départ. Un conflit interne, donc psychologique, Justin avec lui-même, mourir ou vivre. D'accord? Donc, c'est ce qu'on appelle un conflit psychologique ou autrement dit un conflit interne. Le conflit interne peut être interne au personnage, ou il peut être interne à une société, ou il peut être interne à un collectif. D'accord? Versus le conflit externe. Donc, le conflit externe, c'est le gentil contre le méchant, le personnage contre la société, l'employé contre son employeur, etc. D'accord? Dans mon idée au départ, il y avait aussi le conflit externe, donc qu'on appelle dramatique, qui était avec la femme qui contrecarre les plans de Justin, en même temps qu'elle l'aide. D'accord? Je voulais créer un mouvement de marée, je t'aide, je contrecarre, je t'aide, je contrecarre. D'accord? Un flux et un reflux. Oups, pardon. Je voulais aussi vraiment travailler sur le mystère, sur les émotions, d'accord? Je me suis marqué une note, éviter les références à la mer et à la navigation, car déjà exploitées dans les amarres. J'ai mis cette référence parce que dans mes fragments exploratoires, j'avais réintroduit plusieurs références à l'univers maritime. Donc, je me suis mis une note sur ma fiche. Attention, évite. Même si c'était mon premier jet, je voulais que mon cerveau enregistre ça d'éliminer.
Et puis, je me posais la question, est-ce que j'irais vers une narration omnisciente ou à la première personne? Et j'avais choisi le passé simple. Donc, vous voyez que je m'étais déjà mis des bornes, d'accord, avant de commencer mon premier jet. Vous voyez d'ailleurs que j'ai mis aussi une note suggérer la surcharge pondérale de Justin. Non, on s'en fiche de son apparence. D'accord? Donc, un récit solide et captivant, c'est 3 fils qui se tissent ensemble. Donc, 3 fils qui se tissent ensemble, ça veut dire quoi? Je vous montre mon document. Mes 3 fils, c'est l'intrigue, l'arc du personnage et l'intrigue relationnelle. Donc, l'intrigue, c'est la méta-intrigue, c'est celle du récit complet. Moi, ma méta-intrigue, c'est Justin va-t-il se suicider ou retrouver son élan de vie? L'arc du personnage, c'est de profondément dépressif, perdu et fermé. Justin va doucement s'ouvrir à cette femme et son fils, et à la fin, son cœur va se déverrouiller, il va recommencer à rire. Donc, on voit la trajectoire du personnage. Et ensuite, l'intrigue relationnelle. Justin va être surpris et touché par l'empathie et la résilience du garçon. Avec la mère, ce sera d'abord de la froideur, puis de la colère. Mais parce qu'elle va être à la fois attentionnée et en retenue, courageuse et digne, il va finir par se laisser troubler et attirer par elle. D'accord. Quel que soit le type de récit, quel que soit le genre littéraire dans lequel vous écrivez, pour que votre récit soit solide et qu'il captive votre lecteur, on doit retrouver ces 3 fils. S'il n'y en a que 2, c'est lâche, on ne peut pas tisser la tresse. D'accord. Donc là aussi, vous devez dire, OK, dans mon roman, c'est quoi la méta-intrigue? C'est quoi l'arc du personnage? On y reviendra à l'arc narratif du personnage. Et quel genre d'intrigue relationnelle je vais créer? Il peut y avoir plusieurs intrigues relationnelles, tout comme il y a autant d'arcs narratifs que de personnages majeurs. Mais il n'y a qu'une méta-intrigue avec éventuellement des sous-intrigues. D'accord? Alors, au niveau de la structure narrative, il existe plusieurs types de structures narratives. Je pourrais vous faire un cours de 2 heures juste là-dessus. Ce n'est pas l'objectif ce soir. Moi, à ce stade, je choisis toujours une structure classique que j'appelle la structure minimale, mais c'est la structure classique. Et à ce stade, quelle que soit l'histoire que je veux raconter, j'établis une structure narrative linéaire, d'accord? Même si par la suite, je vais découper mon histoire différemment, avec peut-être des flashbacks ou des prolepses, etc. Peu importe. Au départ, ce doit être linéaire parce que j'ai besoin d'avoir une vision globale du récit et de très bien me représenter l'arc narratif et la trajectoire des personnages. Donc pour ça, il faut que ce soit linéaire, d'accord? Ou chronologique, dépendamment du type de récit. Ce n'est qu'ensuite que je peux réfléchir à un découpage différent. La structure narrative classique en 5 points est la suivante. La situation initiale, l'élément déclencheur ou élément perturbateur, les pivots ou nœuds narratifs, donc ce sont les éléments de bascule du récit qui vont soit faire accélérer l'intrigue, soit l'amener dans une autre direction à une nouvelle étape. D'accord ? Toutes les histoires ont des pivots, des nœuds narratifs. Le climax, le dénouement, la situation finale. Okay. Donc ça, c'est très classique. C'est la base 101 de l'écriture. Okay. Les récits, au minimum, sans inventer l'eau chaude, il faut qu'ils suivent cette structure-là. Il y en a plein d'autres, mais quand on commence à écrire, la structure classique, ça fonctionne. Alors, moi, ma situation initiale, c'est laquelle dans l'échappée? C'est la suivante. Justin est un veuf plongé dans le désespoir, rongé de culpabilité, qui n'a qu'une obsession,
revoir et même retrouver sa femme et son bébé défunt. Pour cela, il pense à les rejoindre, pardon pour la faute d'orthographe, dans la mort. L'élément déclencheur, c'est que Justin reçoit un mystérieux texto d'un numéro inconnu l'enjoignant de se rendre à une certaine adresse. Là, il pourra communiquer avec sa femme. Et là, vous me dites, ouais, mais on n'a pas vu de texto dans l'histoire. Est-ce que vous l'avez lu, le passage où il reçoit le texto? Non, hein? Vous l'avez pas lu. Et pourtant, il a existé. Mais ça, c'était ce que j'avais prévu au départ. D'accord? Donc, je vous laisse déjà sous-entendre que ça évolue. Mais au départ, il faut partir de quelque part. Ensuite, mes pivots narratifs. Numéro 1, Justin est sur le parking de l'adresse indiquée. C'est abandonné, glauque et effrayant. Au moment où il s'apprête à faire demi-tour, une voix l'interpelle. C'est une femme et son fils qui lui proposent d'entrer avec eux dans la maison. Deuxième pivot, Justin entre dans la maison. Il se sent à la fois perdu et attiré par la porte du fond. D'accord? Donc, vous comprenez ici que le pivot, ce n'est pas le fait qu'il rentre dans la maison. Le pivot, c'est le fait qu'il est attiré par la porte du fond. D'accord? C'est ça qui oriente l'intrigue à ce moment-là. Le troisième pivot, c'est qu'il entre dans la pièce immaculée au parfum de Flower. Il repense à l'accident de voiture. Sa culpabilité remonte et il s'effondre en larmes. Et là, vous me dites quoi? Mais de quel accident de voiture elle parle, la madame? N'est-ce pas? L'avez-vous vu, l'accident de voiture dans l'histoire? Ouais. Il est suggéré, mais il faut lire entre les lignes, très, 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 très étroitement. Ou en tout cas, l'imaginer. Je l'ai laissé à l'imagination du lecteur. Quatrième pivot, des anges entourent Justin. Rose lui apparaît. Elle lui délivre son message. D'accord? Oui, c'est mentionné, me dit Alain. Et c'est parce que toi, tu l'as lu comme ça. C'est bon, Alain, tu as su lire entre les lignes. En sortant de la pièce, Justin veut franchir la porte du fond, mais Zora l'en empêche. C'est mon cinquième pivot. Généralement, il est recommandé de ne pas dépasser 5 pivots narratifs dans une histoire, sinon ça fait vraiment des rallonges, ça fait le truc, à moins qu'on veuille le truc péripétie, 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 mais généralement, on choisit cet aspect-là. Le climax, c'est que Justin retourne à sa voiture et décide de se suicider et Amir intervient. Alors, situation finale, Justin accompagne Zora et Amir au salon de thé. Ils recommencent à rire et découvrent que le parfum de Zora est La vie est belle de Lancôme. Là encore, vous me dites, nous, on ne le savait pas pour La vie est belle. Et ça, c'est ce que j'avais prévu au départ. C'est sur cette base-là que j'ai écrit mon premier jet. C'est en faisant donc le tri dans mes notes, mes post-it, tout mon matériel de maturation et de recherche que j'établis la structure de mon récit. Il se peut que j'hésite entre plusieurs versions, je ne les abandonne pas, mais j'en priorise une et une seule en me posant la question, qu'est-ce qui est le plus au service de mon thème et de mon intention? Qu'est-ce qui est le plus au service de l'atmosphère et de l'émotion que je veux transmettre? D'accord? Là, en l'occurrence, j'écris un récit psychologique. Donc, l'atmosphère et l'émotion sont très importantes. Je dois y penser. D'accord? Si j'écris une romance, c'est pareil, l'atmosphère et l'émotion sont importants. Si j'écris un roman d'aventure à la Indiana Jones, je peux dire que l'émotion moins important. C'est plus la péripétie, ce sera plus le rythme qui sera important. D'accord? Donc, c'est ça, on doit se poser ces questions-là et faire le tri, parce qu'il y a toujours un tri. Là, je vous ai montré une photo. Cette femme-là, c'est Raphaël Giordano, qui est une écrivaine française très connue.
J'ai participé à un live avec elle il y a 3 semaines et elle nous montrait justement son document, là, tous ses post-it, etc. Puis elle nous expliquait, elle, comment elle travaille. Elle forme une spirale après pour créer son histoire avec ses post-it, etc. D'accord? Donc, les post-it, parce que c'est ça, dans la phase de maturation et de préparation, on colle ses idées, tac, 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 sur des bouts de papier, on les organise avec des couleurs, etc. Donc, voilà la méthode de travail. Ici, moi, ça m'a donné ça comme structure au départ. Donc, dans le salon, sur le stationnement, devant l'entrée, dans la maison, dans la pièce, la porte du fond, retour dans l'auto et vers le salon de thé. D'accord? Donc, si j'avais été un écrivain architecte, j'aurais mis le résumé avec plein d'indications. Là, ma première séquence, ça va être ci, ma deuxième séquence, ça va être ça, ma troisième séquence, etc. Je ne suis pas un écrivain architecte, donc j'établis mon cadre et après, je me laisse, je sais ce que je veux raconter globalement dans ma tête. J'ai mes notes, j'ai mes recherches, mais je me laisse guider par le flot spontané. D'accord? Donc, dans le troupe premier G, la première scène était dans le salon. Elle a été supprimée lors de la seconde écriture du premier G. J'ai fait 2 premiers G et après des réécritures. Oh, pourquoi des ballons? Enfin, ensuite, le salon de thé, en fait, dans cette histoire, c'est la toute première scène que j'ai imaginée entièrement. Quand c'est pas la toute première scène que j'ai écrite, mais c'est la toute première scène que j'ai imaginée entièrement. Moi, c'est vraiment un truc, c'est que tout le temps, dans toutes mes créations littéraires, c'est toujours la première scène que j'imagine en premier et c'est souvent la première scène que j'écris en premier. Et sur le stationnement, c'est la deuxième scène que j'ai imaginée entièrement. D'accord. Et en fait, c'était intéressant parce que entre le stationnement et le salon de thé, j'avais une trajectoire, d'accord? J'avais un arc narratif du récit qui se faisait naturellement. Comme c'était les 2 premières que j'ai imaginées, bah, le reste, ça a découlé parce que j'avais déjà ma trajectoire. Vous voyez qu'à ce stade, au tout début, je mets un truc, mais sur mes recherches de documentation, j'avais juste sur les étapes du deuil et mes musiques d'écriture. Je vous le montre parce que tantôt, vous verrez que ça va évoluer. Et ça, finalement, c'est la structure du récit tel que vous l'avez lu. Donc, vous voyez que par rapport à tantôt, il y a vraiment des choses qui ont changé. Ça a été raccourci. On arrive directement devant la maison, dans l'allée. Dans l'allée n'existe pas dans cette version-là. D'accord? On est sur le stationnement et devant l'entrée, puis dans la maison. Donc, vous voyez que les choses ont bougé à un moment donné. Donc, dans l'allée, ça a été ajouté après la relecture lors de la réécriture de la version 3. Et le salon de thé, ça a été supprimé lors de la dernière phase de réécriture. Donc, vous voyez comment tout ça peut bouger et tout ça bouge. Et même quand on est un écrivain architecte et quand on a tout minutieusement fait, ça peut encore bouger, ce n'est pas figé. Ah. Là, je vous ai parlé de l'arc du personnage, je vous ai parlé de la trajectoire du récit, donc j'aimerais qu'on distingue les arcs narratifs parce que ce sont des notions très très importantes en création littéraire. L'arc narratif, c'est le chemin qui est parcouru dans une narration. Il nous fait partir d'un point A pour arriver à un point D en passant par les étapes B et C. Alors, ça peut être B, C, D, E pour arriver à F. On va distinguer l'arc narratif du récit et l'arc narratif du personnage. Donc, l'arc narratif du personnage, c'est la trajectoire individuelle d'un personnage au cœur du récit, au fil de l'intrigue. C'est le chemin d'évolution du personnage. D'accord? Votre personnage principal, voire vos personnages secondaires, c'est conseillé,
doivent impérativement évoluer au fil de l'intrigue. Ils ne peuvent pas être exactement les mêmes au début et à la fin, sauf éventuellement dans les récits strictement d'aventure et d'événements. J'ai cité Indiana Jones tantôt, mais Indiana Jones est un personnage très superficiel. D'accord? Il a zéro profondeur, Indiana Jones. Et effectivement, il est le même au début et à la fin, il retourne à sa chaire d'université. D'accord? Par contre, il a certaines caractéristiques qui le rendent sympathique et qui fait qu'on embarque avec lui. Mais il n'y a pas de profondeur dans Indiana Jones. Ok. Euh, donc, l'arc narratif du récit, c'est la trajectoire de l'intrigue globale. C'est ce qui apparaît lorsque l'on a construit la structure générale de l'histoire comme je viens de le faire. Je vous ai montré justement, entre la scène du stationnement et la scène du salon de thé, il y a une trajectoire, mais c'est ça l'arc narratif du récit. Est-ce que la distinction est bien claire pour tous et toutes? C'est bon? Ok. Alors, dans l'échappée, c'est un texte qui a la particularité suivante, c'est que l'arc narratif du récit et l'arc narratif du protagoniste se confondent parce qu'on est dans un récit psychologique. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui participent aux ateliers premier chapitre, on a vu le même phénomène dans notre premier roman étudié, La fille de fer d'Isabelle Grégoire, qui est aussi un roman d'aspect psychologique où l'intrigue suit l'arc narratif du protagoniste. D'accord? Mais dans plein d'autres romans, ce n'est pas le cas. Ils sont reliés, mais ils ne sont pas confondus l'un avec l'autre. D'accord? Dans un roman, effectivement, ils seront très souvent distincts. Il s'agira aussi de travailler l'arc narratif des personnages secondaires. D'accord? Très important. Et donc, justement, travailler les autres personnages, on a vu comment on travaille son personnage principal, comment il doit devenir intime avec nous. Donc, travailler les autres personnages, moi, dans mon cas, il y a Zora et il y a Amir. D'accord? Zora, c'est la femme. Elle a 38 ans. Elle est prof d'économie à l'université. Elle est courageuse, sensible. Elle se sent coupable d'avoir eu la tentation d'un amant avant la mort de son mari. Ça, c'est son secret. D'accord? Elle souhaite que son fils grandisse heureux et bien entouré et elle porte le parfum La vie est belle. Amir, il a 8 ans, il est intelligent, vif d'esprit, empathique, résilient. Il souhaite que sa mère retrouve le sourire à un amoureux. Il souhaite avoir un nouveau père plus proche de lui que son père décédé. Zora et Amir, ils ont un rituel. Une fois par semaine, le mercredi, ils vont au salon de thé turc, boire un thé à la menthe et manger des baklava. Et Iker, dont on ne parle absolument pas dans le récit, ben, c'était le mari de Zora, le père d'Amir. Il est mort à 41 ans d'un infarctus sur son lieu de travail. Donc vous remarquerez justement que le fameux Iker, il est absent de l'histoire. Et pourtant, c'était indispensable que je travaille dessus parce que cela influence le comportement de Zora et d'Amir. Ça me permettra de travailler le sous-texte, donc tout ce qui est insinué, tous les messages sous-jacents, d'accord, les messages derrière les mots, tout ce qui est suggéré et non dit clairement. Et ça me permet de travailler aussi la profondeur des personnages. D'accord. Donc, ça, c'est important. Pour l'échapper, j'ai travaillé cette phrase après avoir défini ma structure, mais dans d'autres récits, je travaille cet aspect tout de suite après le personnage principal parce que ça va influencer mon brainstorming et donc mes pivots narratifs. D'accord. Pour une de mes nouvelles là, que je viens d'envoyer à ma directrice littéraire, Les Amarres, eh bien, j'ai travaillé les personnages secondaires avant de travailler ma structure parce que ça pouvait jouer sur mes pivots narratifs. D'accord? À quel moment je les faisais intervenir, pourquoi, etc., etc.
d'accord? Puis comment ça allait se comporter, comment ils allaient interagir avec le personnage principal. J'avais besoin de le savoir avant de monter ma structure, d'accord? Donc, toutes ces étapes-là, elles ne se réalisent pas systématiquement dans le même ordre, mais elles se réalisent systématiquement, ok? On parlait de l'arc narratif des personnages secondaires. Ça aussi, c'est quelque chose que j'avais fait dans mon travail préparatoire. D'accord? L'arc narratif de Zora, vous voyez, ça c'est mon document sur mon logiciel Scrivener, donc avec les éléments. Et il y a la fiche personnage de Zora. Là, je vous ai mis un extrait. D'accord? Donc, vous voyez à quel point j'ai pensé à son histoire. Zora n'était plus heureuse dans son couple depuis plusieurs années. Son mari n'était plus l'homme chaleureux et attentionné qu'elle avait connu 12 ans plus tôt. Il se consacrait à son travail et sa carrière, se montrait de plus en plus impatient et inflexible dans sa vie personnelle. La vie de famille semblait être devenue pour lui un boulet qui ralentissait sa carrière et il le faisait sentir à sa femme et son fils. Mais Iker refusait de quitter sa famille. Il avait bien trop reproché à son père de l'avoir fait. Quant à Zora, elle avait grandi dans ses valeurs traditionnelles qui faisaient que le divorce la rebutait. Zora est veuve depuis 2 ans. Elle vit d'autant plus mal son deuil qu'elle est torturée par une certaine culpabilité. En effet, le jour de la mort d'Iker, elle devait rejoindre Olivier, un de ses collègues professeurs d'université avec lequel elle s'était beaucoup rapprochée les derniers mois. Elle devait le rejoindre dans un hôtel pour une aventure extra-conjugale. Ils étaient tous les deux mariés. Quand elle a reçu l'appel de la secrétaire d'Iker lui annonçant que celui-ci était mort foudroyé par une crise cardiaque à son bureau, ce fut un véritable électrochoc pour elle. Emmurée dans sa culpabilité, elle a refusé de voir la mort de son mari comme une libération. Elle s'est au contraire juré une fidélité post-mortem pour se racheter. Depuis, elle prend soin d'éviter tout rapprochement avec un homme. Elle a d'ailleurs rompu avec Olivier. Lorsqu'elle verra Amir tendre la main à Justin sur le parking, elle se sentira troublée par ce que dégage cet homme et par le geste d'accueil d'Amir, qui par ailleurs lui met la pression pour qu'il retrouve une vie normale. Au fil du récit, elle luttera en elle-même entre vouloir aider Justin, se sentir attirée par lui et garder ses distances. Elle se sentira à la fois soulagée et triste quand Justin retournera dans son auto, jusqu'à ce qu'Amir lui dise « Il faut qu'il vienne au salon de thé avec nous » et court le rejoindre Justin. Son cœur s'ouvrira lorsqu'elle verra Amir et Justin rire ensemble. Elle acceptera d'accueillir ce qui se présente lorsqu'elle prendra conscience, en même temps que Justin, du message de son propre parfum « La vie est belle ». Elle sera prête à se libérer de sa culpabilité et à envisager une nouvelle vie. Et ça, mesdames, messieurs, ça, c'est l'arc narratif de Zora. Ça, c'est son passé qui explique le personnage, qui explique sa psychologie, qui vont expliquer certains de ses comportements, etc. Et ça, c'est son arc narratif. Donc, dépendamment de comment je choisis d'écrire l'histoire, j'ai besoin de le savoir. D'accord? Donc, vous voyez jusqu'à quel point ce personnage secondaire, qui en plus dans la version finale demeure anonyme, parce que vous ne le saviez pas qu'elle s'appelle Zora, ma chère Zora, d'accord? Eh bien, peu importe, j'ai besoin de la connaître aussi, puis de la comprendre, puis de la sentir. Vous voyez? Donc, c'est ça. Ensuite, on va développer l'univers. Là, c'est les recherches et les moodboards. Alors là, c'est pareil. Dépendamment des projets, je vais travailler à développer l'univers avant de faire ma structure narrative. D'accord? Pour l'échapper, je l'ai fait après parce que finalement, pour moi, l'univers était très présent dans ma tête. Mais sur d'autres nouvelles, sur d'autres textes, je le fais avant la structure narrative pour le gros et j'affine après ma structure narrative. D'accord? Donc là, pour développer l'univers, on va faire du world building. Le world building, c'est de construire l'environnement dans lequel vont évoluer les personnages. D'accord? C'est dessiner la société dans laquelle évolue le personnage,
ou qui régit l'univers, l'environnement de l'intrigue. D'accord? On va dessiner les décors également. Les lieux et les décors peuvent être des lieux réels ou des agrégats de différentes sources d'inspiration ou des sites et des paysages complètement inventés. On va élaborer un passé et une histoire riche et détaillée. D'accord? Ensuite, la deuxième étape, ça va être le travail sur les ambiances et les atmosphères. D'accord. Pour les ambiances et les atmosphères, on peut faire appel à des images, à de la musique, à des mots-clés. On va aller faire des recherches sur les champs lexicaux qui expriment cette atmosphère ou cette ambiance que l'on recherche. Est-ce que c'est une ambiance de peur? Est-ce que c'est une ambiance de tristesse? Est-ce que c'est une ambiance de légèreté? Donc, on va aller faire des recherches. C'est très intéressant aussi, dans cette période-là, de lire des romans qui développent le même genre d'atmosphère que vous souhaitez créer. Non pas pour copier, mais pour vous inspirer. D'accord? C'est certain que quand j'écris une nouvelle sur le deuil, je ne vais absolument pas lire une comédie romantique légère. D'accord? Ça va complètement me sortir de l'atmosphère que je veux créer. Ok. Donc, la comédie romantique légère, je la lirai quand j'aurai terminé ce travail-là, quand j'aurai terminé mon premier jet, voire ma première écriture. C'est à ce moment-là que je compose ma playlist musicale. D'accord? Et certains auteurs font cette étape après l'écriture du premier jet, le travail sur les ambiances et les atmosphères. Effectivement, c'est possible de partir le premier jet comme ça, puis de retravailler les ambiances et les atmosphères. Personnellement, j'aime toujours mieux le faire avant pour me plonger moi-même dans cette atmosphère. Et ensuite, je peaufine cet aspect à la réécriture. Donc, tout cela, en fait, nécessite des recherches documentaires. Et ce qui est important, c'est de ne pas se perdre. Moi, ça m'est arrivé de ne pas aboutir sur des projets parce que je me suis perdue dans mes recherches documentaires qui étaient des puits sans fond. Puis j'ouvrais une boîte, il y avait une autre boîte que j'ouvrais, puis que j'ouvrais, puis que j'ouvrais. Et au bout du compte, j'avais plus une histoire que je voulais raconter, j'en avais 10 et au final, j'en raconte aucune. D'accord? Donc ça, c'était important de se dire, OK, à quel moment, stop, on a suffisamment de matière. Et ensuite, eh ben, on peut travailler nos tableaux de visualisation. Donc, je vous ai montré le tableau de Justin, le tableau avec les personnages secondaires. Mais là aussi, c'était intéressant pour les lieux, les ambiances, les décors, de faire des tableaux de visualisation, surtout si ce sont des décors qui vous sont étrangers. D'accord? Pour vous permettre de visualiser certains détails ou certaines atmosphères. Mais je vous dirais, quand ce sont des lieux très familiers, c'est très pertinent également de faire un tableau de visualisation parce que dans les lieux très familiers, on ne pose plus le même regard. Il y a plein de petits détails qu'on ne voit plus. Donc finalement, d'aller prendre des photos et de se créer ce tableau de visualisation, ça nous permet de poser un autre regard sur les choses de notre environnement quotidien. Donc, par exemple, pour l'échappée, mon tableau, mon mood board ressemblait à ça. J'avais remis la photo initiale, j'avais recréé une photo qui allait me servir pour ma couverture. J'ai mis les comprimés dans la voiture, puisque c'est l'enjeu, est-ce qu'il va les prendre ou pas, est-ce qu'il va se suicider ou pas. J'ai mis le fameux arbre au fond du jardin qui m'interpellait, le corridor, la porte noire d'ébène avec les lueurs rouges, d'accord? La porte avec le vitrail et les coquelicots, le cercle d'ange, la femme qui apparaît dans la lumière. Et puis j'ai mis un jeune homme blond là qui sourit avec un café parce que c'est ce vers quoi je voulais que Justin, c'est là où je voulais que Justin arrive, pas à ça, mais à ça, d'accord? Donc, ça me permettait d'avoir justement des points de repère, de l'inspiration, des éléments de ce type-là. Pour une autre de mes nouvelles, où là,
on peut dire que dans l'échappée, mon décor, c'est vraiment presque comme un décor de pièce de théâtre. C'est très fermé, etc., avec peu de variété. Mais pour une autre de mes nouvelles, Les Amarres, ça se passe dans 3 endroits différents. Alors là, j'ai travaillé sur des mood boards. Je vais vous les montrer. Ça fait une digression par rapport à l'échappée, mais pour vous donner une idée. Dans Les Amarres, l'histoire débute au large de Madagascar. D'accord. Là, très clairement, j'avais pas besoin d'un mood board parce que j'ai vécu là-bas. Je connais très bien ces endroits. Ils me sont vraiment familiers. Mais je l'ai quand même fait, d'autant plus que je me dis ça va me servir quand je vais communiquer dessus pour les réseaux sociaux. Mais ça me permettait quand même de m'imprégner de cette ambiance-là. Ensuite, mon héroïne, elle retourne chez elle, donc en France. On découvre à un moment du récit que chez elle, Bon, et on sait qu'elle habite dans une petite ville de province. On découvre ensuite qu'elle est bretonne. Donc, je ne cite jamais la ville. Et pour construire les décors, en fait, je me suis inspirée de plusieurs endroits différents. D'accord? Le cimetière que je mets en scène, c'est un mélange de celui de Dinan et celui de Douarnenez. Le vieux puits, la Rochefort-en-Terre. Les jardins avec les grands cerisiers comme ça et les bancs, c'est à Vannes. Donc, je ne voulais pas pointer du doigt une ville sur la carte, d'accord? Je voulais créer une représentation et donc je m'inspire de plusieurs lieux. Euh, et voilà. Là, j'ai mis ça parce que, en fait, c'est le mood board de certains éléments qui vont se passer là, dans cette petite ville bretonne. Ok. Chaque élément est un point de repère pour moi. Et ensuite, l'histoire se poursuit, cette fois-ci en Suisse, d'accord? Au pied du mont Pilate. D'ailleurs, dans mon live, j'avais dit le mont Olympus, mais je confondais avec un trek qu'on a fait dans l'Utah. C'est le mont Pilatus et non Olympus. Euh, et je n'ai jamais mis les pieds dans ces endroits-là. Jamais, jamais. Donc, ce que j'ai fait à ce moment-là, justement, j'ai lu des blogs de voyage, j'ai été sur Instagram avec les mots dièses, lac des Quatre Cantons, train à crémaillère, Mont Pilatus, etc. J'ai regardé beaucoup de photos. J'ai vu un documentaire des trains pas comme les autres, consacré à ce petit train rouge ici, etc. J'ai passé une nuit entière sur Google View pour faire des repérages, etc., etc. Donc, j'ai regardé des vidéos de touristes et tout pour vraiment m'imprégner de cette atmosphère. D'accord. Et ensuite, j'ai sélectionné des images clés et le fait de voir ces images-là, ça me reconnecte à tout ce que j'ai emmagasiné, puis aux notes que j'ai prises. D'accord? Mais j'ai plus besoin de refouiller dans toutes mes notes parce que j'ai emmagasiné ça et chaque image vient me dire, ah ouais, c'était ça, c'était ça. Mais j'ai toujours mes notes au cas où. Est-ce que c'est bon pour vous à ce niveau-là? Ok, parfait. Donc, les recherches documentaires, effectivement, donc on vient de voir que, eh bien, il y en a certaines que l'on fait avant d'écrire le premier jet. Donc là, je viens de vous en citer plusieurs. On en fait pour maturer son projet. Discuter avec les gens, justement, ça fait partie des recherches documentaires qu'on peut faire avant. Là, moi, j'ai une série d'entrevues qui est prévue pour que je comprenne comment ça se passe dans les CHSLD, parce qu'une de mes nouvelles va se dérouler là-dedans. Donc, j'ai besoin de m'immerger, de comprendre, et donc je vais interroger des personnes qui y travaillent ou qui ont de la famille qui vivent là-bas. Et ça sert à nourrir l'inspiration, à enrichir l'intrigue, à situer le décor, à approfondir les personnages et à faire le world building. D'accord. Et puis, il y a celle qu'on fait après le premier jet.
celles-ci, en fait, elles sont là pour peaufiner certains aspects, pour travailler sur les détails qui vont faire la différence, pour vérifier des informations, pour vérifier si ce qu'on a écrit est crédible, pour compléter des scènes, pour répondre aux questions quand ce sera pesé ou les nouvelles pistes qu'on aura envisagées à la relecture. D'accord ? Je vous prie de m'excuser pour les accents qui manquent. J'ai fait une mise à jour de mon PowerPoint, puis j'ai sélectionné la langue française, mais il continue de considérer que j'écris en anglais. Et c'est très pénible. Il va falloir que je règle ça. Donc, vous avez vu que sur mon document de travail au départ, j'avais uniquement, dans la partie recherche documentation, j'avais uniquement étape du deuil. D'accord ? Après l'écriture de mon premier jet, j'ai travaillé sur le vocabulaire de joaillerie parce que j'avais envisagé que mon cher Justin soit joaillier. D'accord ? Mais je m'étais posé la question, est-ce que ce ne sera pas trop technique? Donc, j'ai quand même fait mes recherches documentaires et là, je me suis rendu compte que non, ça ne marchait pas. Je mettais déjà des références sur les minéraux, donc non. Je suis allée compléter mes recherches sur les minéraux. Je suis allée regarder le lexique des odeurs aussi. Et puis, j'avais mon fameux arbre qu'au départ, je n'avais pas nommé. J'hésitais. Je me suis dit, ah, il faut que je lui fasse plus de place. D'accord? Et donc, j'hésitais entre le chêne et le hêtre. J'aimais le hêtre pour juste la symbolique de son nom, hêtre. Et je suis allée vérifier sa symbolique au niveau botanique. Donc, je suis allée faire toutes mes recherches. Alors, parfois, je mets juste des liens, parfois, je mets des extraits, les informations qui m'interpellent et puis qui vont nourrir mon choix. D'accord? Mais tout ça, ça a été fait après l'écriture de mon premier jet. D'accord? Parfois, c'est vérifier une date. Parfois, c'est vérifier la météo de tel endroit à telle année. D'accord? Donc, c'est ça. Ensuite, il y a quelques autres éléments primordiaux qu'il faut regarder avant de commencer l'écriture de son premier jet. Et ça concerne le narrateur, le point de vue et le temps de conjugaison. Alors, s'ils n'ont pas encore été définis en amont, c'est à ce moment-là qu'il faut les choisir en conscience et après réflexion. D'accord ? Ça m'arrive de temps en temps d'avoir un manuscrit, etc. Puis je demande à l'auteur ou à l'autrice, je dis, OK, mais pourquoi t'as pris ce narrateur? Pourquoi tu l'as écrit à tel temps? Puis là, on me répond, je ne sais pas. Bon, ben là, c'est un peu embêtant. Va falloir que tu répondes à la question. Pourquoi? D'accord? Et puis que tu assumes ton choix ou que tu changes ton choix, mais que tu sois consciente de qu'est-ce que ça recouvre. Alors aujourd'hui, je veux plus vous parler du narrateur et du point de vue. Puis lors de la deuxième séance, je vais plus vous parler du temps de conjugaison. D'accord? Donc, on fait d'abord la distinction entre narrateur externe et narrateur interne. Ensuite, on distingue le point de vue qu'on appelle aussi focalisation, interne subjectif, le point de vue externe objectif et le point de vue externe omniscient. Le narrateur externe, c'est très facile, c'est celui qui en fait regarde et raconte la scène sans y participer. Le narrateur interne, c'est celui qui vit ou participe à la scène, soit parce qu'il en est le protagoniste, le personnage principal, soit parce qu'il est l'allié du personnage principal. Par exemple, les Sherlock Holmes sont racontés avec un narrateur interne, qui est le docteur Watson. D'accord ? Et donc, quand il y a un narrateur interne, on a forcément un point de vue interne et subjectif. D'accord ? C'est qu'on va découvrir, comprendre et savoir les choses à travers les yeux d'un personnage. Ça signifie qu'il n'y a que ce que sait et voit et vit ce personnage que le lecteur peut connaître, aucune autre information. Donc c'est une contrainte.
Le narrateur externe, il peut avoir un point de vue objectif ou un point de vue omniscient. Le point de vue objectif, il est neutre. C'est comme si on regarde à travers une caméra. D'accord? Le point de vue objectif ne va pas s'exprimer sur les pensées intérieures d'un personnage, par exemple. Ne va pas s'exprimer sur les états d'âme d'un personnage. D'accord? Donc, le narrateur externe, il peut être aussi, j'ai oublié de le dire, il peut avoir un point de vue interne et subjectif. C'est-à-dire que là, en fait, on va raconter le au il ou au elle, donc narrateur externe, mais on va voir uniquement, mais c'est comme si la caméra, c'est comme si on avait une GoPro, d'accord, qui est sur le front d'un des personnages. Donc c'est une narration externe, mais c'est une focalisation interne. Et puis omniscient, c'est à travers le regard de l'univers, c'est le narrateur qui sait tout, qui connaît tout, le passé, le futur, les pensées, les secrets de tous les personnages, et qui s'amuse avec ça. Ok. Ce qu'il faut retenir, c'est que le narrateur, le point de vue et le temps de conjugaison, qu'on va voir dans 2 semaines, sont déterminants. Pourquoi? Parce qu'ils auront une influence sur votre style littéraire et sur le rythme du récit, premièrement. Et deuxièmement, ils vont faire vivre des expériences très différentes au lecteur pour une même histoire. Donc, il faut vraiment savoir quel est le style que vous voulez, quel est le rythme, quelle est l'expérience que vous voulez faire vivre au lecteur. Mais comme vous allez le voir avec l'exemple de l'échappée, puis c'est aussi pour ça que j'ai choisi cette nouvelle et pas une autre, parfois, oui, on le définit, mais on se rend compte que ça ne fonctionne pas, parce qu'on n'aboutit pas au résultat que l'on souhaite, et c'est ce qui m'est arrivé avec l'échappée au départ. Donc, ici, vous avez un extrait de mon tout premier jet, d'accord, où quelques pas de plus les menèrent tous trois sur le seuil de la porte arrière sculptée dans du cèdre. Justin se remémora les récits dont sa femme l'abreuvait sur l'histoire de la construction du temple de Salomon. Une serre acérée vint lacérer son cœur à cette pensée. Sa poitrine se souleva, comprimée de douleur, il chercha sa respiration. Zora aperçut son malaise et d'instinct, elle caressa son épaule d'un geste rassurant pour lui, assez troublant pour elle, elle qui refusait tout geste physique même amical avec un homme pour éviter d'envoyer des signaux inopportuns. Donc là, en fait, mon tout premier jet, je l'avais écrit avec un narrateur externe et un point de vue omniscient. Et au final, dans la version publiée, j'ai un narrateur interne, point de vue interne, puisque c'est Justin qui raconte l'histoire, donc au jeu. Mais ça donne vraiment des informations différentes et une expérience de lecture différente, et donc, quelque part, une histoire différente. Donc, il faut vraiment bien réfléchir à ça. Mais encore une fois, comme dans l'échappée, on peut partir sur une piste puis se rendre compte que ça ne fonctionne pas. D'accord. Là, maintenant, on commence à écrire son premier jet. Qui c'est qui se dit, il était temps? Alors, on écrit son premier jet. Le premier jet, donc vous l'aurez compris, n'est pas la première action de l'écrivain. D'accord? Je tenais à le remettre là. Hein? Avant ça, les premières actions sont l'idéation, la maturation et la préparation. Écrire son tout premier jet sans ces phases préalables, c'est courir le risque de 1. S'épuiser en cours de route, d'avoir de multiples blocages, de ne plus savoir comment poursuivre ou finir son histoire. Ça arrive vraiment souvent. Une fois fini, devoir tout mettre à la poubelle, à part 2 ou 3 éléments. D'accord. Demain matin, 8h30, j'ai rendez-vous avec une cliente dont ça a été le cas.
À la fin de mon évaluation de son manuscrit, je lui dis, OK, tu mets tout à la poubelle et puis tu recommences tout. C'est dur, mais c'est ça. Ou alors d'avoir 100 fois plus de travail à faire à la réécriture parce qu'il faudra reprendre tous les fondamentaux pour que ça tienne, pour que les fils soient liés et pour que l'intrigue soit solide. Alors, je vais vous donner 9 plus 1 conseil pour réussir son premier jet dans les meilleures conditions. Premier conseil, faites comprendre avant votre entourage et à vous-même au passage que l'écriture est une activité aussi importante pour vous que pratiquer du violon, faire de la poterie, jouer au tennis, au golf ou au hockey, ou passer toutes ces fins de semaine à faire des randos ou du vélo pour d'autres. Je ne comprends pas pourquoi tout le monde accepte qu'un tel ou un tel passe tous les samedis à faire du hockey ou du vélo, ou à jouer au golf 2 fois par semaine, ou à pratiquer du violon 10 heures par semaine sans que ça pose problème. Mais nous, quand on veut se mettre à une table de travail pour inventer des histoires, ah ben là, on n'est pas pris au sérieux. Pourtant, c'est une activité aussi intéressante que toutes celles que je viens de citer. D'accord? Donc, c'est faire comprendre avant ton entourage que c'est le cas. De prendre le temps nécessaire pour une bonne préparation. J'espère qu'à l'issue d'ailleurs de cette rencontre, vous l'aurez compris. D'organiser votre environnement spatio-temporel et pas temporal pour écrire, c'est-à-dire du calme, de la solitude et être dédié à cela. Donc, personnellement, par exemple, et mon mari ici présent peut en témoigner, très souvent, et notamment dans ma phase vraiment de créativité pure, de premier jet, de mes toutes premières réécritures, je sors de chez nous. Je ne fais pas ça chez nous. Je change d'endroit, je me mets dans des environnements différents. Je coupe vraiment. D'accord? Et je ne fais jamais ces phases-là à mon bureau, parce qu'à mon bureau, je travaille sur le manuscrit des autres. Donc, c'est encore plus compliqué pour moi que de travailler sur le mien. Ça ne marche pas. D'accord? Le seul moment où je travaille sur mes manuscrits à mon bureau, c'est quand je suis dans mes toutes dernières phases de réécriture. Donc là où je travaille sur les petits détails, les petits ajustements, etc. Mais avant ça, je ne travaille pas mes textes à mon bureau. Conseil numéro 4, échauffez-vous comme pour un entraînement sportif. D'accord? L'écriture, c'est une pratique. Donc, souvent, ce qu'on peut faire, justement, c'est de se dire, avant de se lancer dans son écriture, se dire, OK, je me mets à 5 minutes, j'ouvre un cahier ou je prends une feuille, puis là, je fais de l'écriture automatique. J'écris tout ce qui me passe par la tête pendant 5 minutes chrono, sans qu'il y ait de lien, sans chercher à faire une phrase construite, etc., etc. Mais ça déverrouille. C'est comme de faire vos étirements avant de partir à la course à pied. D'accord? Donc, tout le monde vous dit, vous ne commencez pas à courir à fond, vous faites vos étirements, vos échauffements, etc., etc. D'accord? Au tennis, c'est pareil, on va sauter un petit peu, on va faire 2-3 balles avant d'entamer son match. Pareil pour l'écriture. 5 minutes d'écriture spontanée pour déverrouiller le système, le corps, le cerveau, la pensée, etc. D'accord? D'autant que ce qui est intéressant avec les 5 minutes d'écriture spontanée, c'est que s'il y a des choses qui vous tracassent, d'accord, il est fort probable qu'elles soient mises sur le papier pendant ces 5 minutes d'écriture spontanée. Ça fait que vous en serez débarrassé. Le cerveau, il considérera que vous les avez prises en compte, que vous les avez traitées, et donc vous serez focus sur votre texte. Et puis, soyez régulier dans votre écriture. Alors, c'est vraiment, vraiment important d'éviter d'avoir une longue interruption, au moins pendant le premier jet complet. Pourquoi? Et ça je vous garantis que moi, quand j'ai un manuscrit, je le sais immédiatement quand un ou une auteure n'a pas écrit avec régularité. Il y a des ruptures dans le style,
Il y a des temps de conjugaison qui changent. Il y a des incohérences flagrantes. D'accord? Euh, donc, c'est très, très visible. D'accord? Donc ça veut dire qu'au moment de retravailler votre texte, c'est pareil, vous aurez beaucoup plus de travail. Et en plus, et là aussi, je le vois avec mes propres clients, les clients avec qui j'ai beaucoup de temps entre deux séances de coaching, mais moi, ça me demande un effort pour me remettre dans leur manuscrit, dans leur environnement, etc. Mais c'est la même chose avec le nôtre. D'accord. Si vous laissez passer 3 semaines ou un mois entre deux périodes d'écriture, mais l'effort que vous allez devoir fournir pour vous replonger dans votre histoire, ah, c'est quoi que je voulais dire à ce moment-là? C'était quoi qui s'était passé? etc. Ah, c'est épuisant. D'accord? Donc, vous entendrez partout de dire oui, écrivez au moins une demi-heure ou 1 heure par jour, etc., etc. Alors moi, personnellement, c'est juste impossible. D'accord? C'est impossible pour moi, avec mon rythme de vie, de prendre ça. Par contre, je me bloque, euh, je me bloque des périodes régulières. D'accord? À chaque semaine, j'ai un bloc d'heures qui est consacré pour ça. Donc, je ne fais pas 1 heure par jour, mais à chaque semaine. Et puis, je me prévois aussi, donc là, par exemple, cette année, je suis dans ma phase où je travaille sur mon recueil de nouvelles qui doit être publié en fin d'année. Donc, tous les mois, je bloque une fin de semaine de 3 jours, vendredi, samedi, dimanche, d'accord, où je vais être totalement immergée là-dedans. Ok. Mais je vais le faire sur un projet, etc. Et le reste du temps, je vais travailler sur mes autres projets qui sont à des stades différents. D'accord. Mais je vais du coup le faire avec régularité. Par ailleurs, moi, je suis quelqu'un qui mature beaucoup. Donc, même quand je n'écris pas, en fait, j'écris dans ma tête. D'accord? Mais tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Donc, mais soyez réguliers, que ce soit un rendez-vous hebdomadaire ou un rendez-vous quotidien, mais ne faites pas 3 semaines sans travailler sur votre projet. Ne travaillez pas vos nouvelles idées et ne cherchez pas à répondre tout de suite à vos questions. Donc là, c'est pendant l'écriture du premier jet. Pendant l'écriture du premier jet, vous aurez des nouvelles idées. Pendant l'écriture du premier jet, vous allez vous poser des questions. Ne travaillez pas dessus, ne répondez pas à ça. Sinon, vous allez digresser, vous allez détourner votre attention, vous allez enlever votre focus et là, piou, ça part dans tous les sens. Non, poursuivez votre ligne. Sans les traiter, notez aussi les éléments à vérifier ou les passages insatisfaisants. D'accord? Vous n'êtes pas sûr de telle information, c'est pas grave. Vous la surlignez, vous vous mettez une petite note, mais vous ne vous arrêtez pas pour regarder sur Google. Vous le ferez ensuite. D'accord? Parfois, je cherche un mot. Parfois, je n'ai pas l'info. Donc, moi, je mets des petites croix. Toc, 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 toc. D'accord? Je vais vous montrer un exemple concret, justement. Dans la toute première version, puis là, on est dans la scène que vous n'avez pas lue, puisque c'est une scène qui a été supprimée dans le salon. D'accord? C'était mon tout premier jet. Donc, ici, c'est mon logiciel de travail. Donc là, vous voyez, je m'étais mis des indications sur qu'est-ce que je voulais faire avec cette scène-là. Et puis là, j'ai surligné bois silice. Il ne se lèverait pas. Il n'avait pas faim, pas envie de bouger. Corps trop lourd, bois silicifié. Cœur encore plus, bloc de granit. Là, je les ai surlignés et je me suis mis dans mes notes, vérifier et comparer la densité et la masse du granit versus du bois silicifié. D'accord? Ça, c'est ce qui me vient spontanément. Mais je ne sais pas si le granit, il est plus lourd que le bois silicifié. Le bois silicifié, ça pèse lourd en motadis. Mais c'est pas grave. Je le mets parce que... mais je me mets une note sur le côté. Et puis, je peux continuer. D'accord? Là, c'est pareil.
Ce devait encore être lu, qui lui proposait de boire un verre quelque part, n'importe où ça lui ferait plaisir, de rencontrer du monde, de se faire un ciné. Le dernier film de est sorti, il faut surtout pas le manquer. Là, j'ai aucune idée de quel est le film qui était sorti à cette époque-là, où se passe mon récit, etc. Mais je sais que je veux mettre un titre. Donc, je me mets et je mets trouver nom du film. Et ça, je le ferai plus tard, lorsque j'aurai terminé d'écrire tout mon premier jet. D'accord? Même pas à la fin de la séance même pas à la fin de ma séance d'écriture du jour. Non, lorsque j'aurai fini d'écrire tout mon premier jet. D'accord? Là, par exemple, rendez-vous demain au 7 Allée des Nornes. Et là, je me pose une question. Est-ce que c'est mieux allée, rue, chemin, impasse, ou est-ce qu'on s'en fiche royalement? Je ne réponds pas à ma question. D'accord? Mais là, je me la suis posée. Alors, au lieu de m'arrêter en disant alors attends, ça pourrait être quoi? Ça pourrait être quoi? Non, je ne m'arrête pas, je continue. D'accord? Là, Félix ne dormit pas. Félix ne mangea pas. Il passa la nuit et l'aube et tout le long du matin à écouter le ciel pleurer sur la terre. Ah, j'ai une idée. Dans la scène suivante, faire changer la météo pour que ce soit un signe avant-coureur de l'évolution du personnage. Ok? Donc, je note mon idée, mon cerveau considère qu'elle est traitée, donc je peux continuer à écrire. Voyez? Et ce qui est amusant, c'est que dans la scène suivante, qui démarre par Au 7 impasse des Nornes, et là je me suis dit, ah bah tiens, bah voilà, j'ai ma réponse. En fait, c'est pas une allée, c'est une impasse. Mais le fait que je ne me sois pas arrêtée, en fait, mon cerveau, il a traité l'information tout seul. Je dis, ok, c'est bien, impasse, ça. Voilà. Voyez? Mais sinon, j'aurais perdu 15 minutes à me poser des questions existentielles. Moi, je suis très forte pour ça en plus, hein. Passer 15 minutes sur une question existentielle complètement futile et anodine, c'est tout à fait mon genre. Donc, ça, c'est très important. Retenez-le. Ne pas couper votre flux. Alain me demandait c'est quoi mon logiciel. C'est le logiciel Scrivener, Scrivener, qui est super pratique parce que comme vous l'avez vu, il y a 3 colonnes. Une colonne où j'ai mon texte, mes recherches, mes personnages, etc. La colonne où j'écris, la colonne avec le résumé, les notes. Super, super pratique. Conseil numéro 8, ne cherchez pas le mot juste ou la belle phrase. D'accord? Vous pouvez, quand vous n'êtes pas satisfait vraiment d'une phrase, vous pouvez la surligner en disant, quand j'aurai terminé, j'y reviendrai. D'accord? Je cite souvent l'exemple de l'écrivain français Bernard Werber, qui lui dit, je commence à écrire des belles phrases à ma 4e ou 5e version. On s'entend? D'accord. Puis c'est à la 4e ou 5e version qu'il commence à s'intéresser à faire des descriptions qui tiennent la route. OK? Bon. Donc, vous, au premier jet, vous ne cherchez pas à faire des belles phrases. D'accord? Puis, je vais vous le fournir, mon tout premier jet. Vous verrez qu'il y a des belles phrases. Mais c'est mon style naturel. D'accord? Mon style naturel, c'est un style qui est soutenu. D'accord? J'emploie trop de grands mots d'ailleurs. Moi, c'est l'effet inverse. Il faut que je simplifie mes phrases très souvent. D'accord? Mais n'allez pas vous comparer. D'accord? Encore une fois, pensez à Bernard Werber. C'est au bout de son 4e ou 5e réécriture qu'il commence à faire des belles phrases. Un conseil très très important, écoutez la voix créative en vous. C'est votre premier jet, vous êtes en phase de création. La voix critique, là, vous la mettez à la cave. D'accord? Puis vous lui donnez un os à ronger pour ne pas l'entendre. Pendant la phase de création du premier jet, soyez bienveillant avec vous-même tout le temps. C'est crucial. La petite voix qui vous dit ah non, mais c'est de la marque ce que tu écris. Ah non, mais, non, mais c'est nul. Oh, oh là là, mais tu sais même pas faire ça. Non, non, poubelle, va-t'en, regarde. C'est quoi? J'ai ma phase de relecture et de réécriture. Là, tu seras la reine parce que tu pourras tout critiquer
etc. Mais là, maintenant, regarde, prends tes vacances, tu vas travailler plus tard. Et c'est vraiment ça l'attitude. Moi, c'est un aspect sur lequel j'ai énormément travaillé avec moi-même, surtout que je suis perfectionniste. Donc, la petite voix, elle travaillait très, 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 très fort. Puis moi, j'étais la spécialiste, là, hein, pour passer 15 minutes à chercher le mot juste alors que j'étais en train d'écrire mon premier jet. Donc, ça m'a demandé énormément de travail sur moi-même pour arriver à lâcher prise. Mais par contre, j'ai vu la différence, hein. Beaucoup plus efficace. Et mon conseil 9+1, ben, éventuellement gagner en temps, en confiance, en efficacité en faisant appel à une coach en écriture. C'était la minute promotion. Tout à fait assumé. Mais n'empêche, ça peut être un bon conseil. Euh, on nous en parle souvent de ne pas écouter le censeur. Exactement. Eric nous dit il faut ne pas écouter le censeur, hein, la voix qui va nous censurer lorsque on est dans l'art. Oui, et le premier jet, et on y vient justement, euh, le premier jet, c'est la partie art de l'écriture. Donc le censeur, pardon, je vais être vulgaire, il ferme sa gueule. C'est tout. Avec un sourire, mais il la ferme. Il va revenir plus tard. Mes 3 règles dans cette phase, qui est le premier jet. L'introspection a lieu avant le premier jet. Au moment où vous vous lancez dans l'écriture du premier jet, c'est plus le moment d'être dans l'introspection, de vous poser les questions existentielles, etc., etc. D'accord? Ça, c'est avant que vous vous les posez, dans la phase de maturation et de préparation. La spontanéité est la clé du premier jet. D'accord? C'est pour ça que c'est important d'avoir de la régularité pour rester dans ce flux, dans cette énergie, dans cette intention. D'accord? Et la critique et l'analyse ont lieu après l'écriture du premier jet. D'accord? Donc ça, c'est très important. L'introspection avant, la spontanéité pendant, la critique après. D'accord? Puis de la critique, il va y en avoir. Le premier jet, c'est un brouillon. D'accord? Je vois des auteurs qui disent « Ah, j'ai fini d'écrire, comment je fais pour publier ?» Ok, t'as écrit combien de fois? Ben, une fois, tout est dit. Non, on ne publie pas son brouillon, d'accord? Donc, le premier jet est un brouillon. Le premier jet est à l'artiste écrivain ce qu'est l'esquisse pour l'artiste peintre. Il n'y a aucun artiste peintre qui va penser, sauf lorsqu'il aura atteint la postérité, puis que ça va se vendre à 40 000 $, mais je vous ai pris l'exemple de ce tableau, La Commedia dell'arte de Marc Chagall en 1958. Ça, c'est son esquisse, d'accord? C'est son projet de travail, c'est son intention artistique, ses recherches, le fruit de ses recherches, tout ce qu'il a imaginé, etc. D'accord? Et ça, c'est son œuvre finale. J'ai choisi cette œuvre parce que je trouve ça très parlant. On retrouve certains éléments, tiens, ces trucs-là, ils sont ici, d'accord? Il n'y a plus du tout l'espèce de danseuse sur le cheval. L'espèce de cheval, il est devenu violoniste, alors que le violon, il était là. Ici, ça s'est beaucoup épuré. Là, en tout cas, voyez, on sent qu'il y a un esprit, on sent qu'il y a une intention, d'accord? Mais pour autant, c'est pas ça, l'œuvre aboutie. C'est la même chose, c'est exactement la même chose en écriture. Votre premier jet, c'est votre esquisse. Ensuite, le travail commence. Tout comme le peintre, ensuite, va faire ses recherches, il va repositionner ses éléments, il va faire sa recherche de couleurs, sa recherche de matière, sa recherche de texture, il va faire des tests. D'accord? C'est la même chose pour nous, écrivains. Ce que j'ai appris moi, sur moi avec le temps, dans l'écriture, d'accord, c'est que j'en fais et j'en mets toujours trop au premier jet et même au suivant.
J'ai une forte tendance à faire des phrases trop longues et à employer du vocabulaire soutenu, voire rare. Je dois me modérer dans l'expression des émotions, davantage suggérer plutôt que tartiner. Moi, je suis très emphatique hein, dans l'expression des émotions. J'use souvent d'un trop grand nombre de métaphores. Je suis pointilleuse, j'ai besoin de temps de digestion entre chaque relecture et c'est bien correct. Mais si je veux publier, je ne dois pas tomber amoureuse du processus d'ingénierie. D'accord? À un moment donné, je dois lâcher prise en disant « Ok, cette phrase, elle est tout à fait correcte, tu peux passer à autre chose. » Parce que c'est pareil, moi, je peux passer une demi-heure à me questionner sur la place d'une virgule. Hein. D'accord? Même si au départ, elle était déjà très bien placée, mais je vais quand même me questionner. Donc, mon premier jet, finalement, il est terminé. D'accord? Mon esquisse est terminée. Et maintenant, on relaxe. On se repose. D'accord? On fait autre chose. On pense à tout, n'importe quoi, si on ça, etc. D'accord? Du repos et de l'oubli avant la relecture et le travail d'artisan ingénieur. D'accord? Le premier G, il fait appel aux fonctions de l'hémisphère droit. C'est la créativité. D'accord? Et ça, c'est une des raisons pour lesquelles notre voix critique doit se taire et rester à la cave, parce que la critique et l'écriture du premier G font appel à deux fonctions cognitives très différentes. Ça ne fonctionne pas de vouloir faire les deux à la fois. Le premier G, c'est 20% du travail de l'écrivain et c'est la partie artistique. Ensuite, les relectures et réécritures sont celles qui font appel à l'hémisphère gauche du cerveau, donc l'hémisphère critique, analytique, et c'est 80% du travail de l'écrivain, c'est l'artisanat, c'est l'ingénierie. C'est là que l'on va devoir connaître et utiliser les outils et les techniques, tout comme le sculpteur ou le peintre connaît ses pinceaux, ses pigments, ses matières ou ses outils pour le sculpteur. Eh bien, c'est à ce moment-là que l'artisanat entre en jeu pour créer l'œuvre finale. Et c'est 80% du travail de l'écrivain. Ce dont nous parlerons donc la semaine, pas prochaine, mais suivante, le 2 avril, de 18h30 à 20h30. Est-ce que vous avez des questions, des réactions? Est-ce que vous avez découvert des choses ou est-ce que ça vous a confirmé des choses? Vous pouvez rouvrir vos micros, là. Voilà, c'est fait. On va avoir une copie de ça quand même. Oui, André, ne t'inquiète pas. Alors, je vais arrêter l'enregistrement d'ailleurs, mais on va pouvoir continuer la discussion pour ceux qui